Depuis que l'agriculture existe, on a créé 2 milliards d'hectares de désert sur cette planète. 1 milliard a été créé pendant les 6000 ans qui nous ont précédés, et 1 milliard de déserts a été créé depuis le XXe siècle. C'est-à-dire qu'en un siècle, nous avons dégradé autant de surface que 6000 ans d'agriculture qui nous ont précédés. Donc l'industrialisation de l'agriculture, qui est la grande faute commise par le XXe siècle, a abouti à une destruction beaucoup plus massive des sols que l'agriculture traditionnelle. Et donc, à l'heure actuelle, nous cultivons 1,5 milliard d'hectares. Imaginez qu'on n'ait pas ruiné ces 2 milliards d'hectares, il y aurait largement de quoi nourrir tout le monde. Mais comme nous avons perdu déjà plus que ce que nous cultivons, la situation est très tendue au niveau alimentaire. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que, en fait, on copie. Nous, on a travaillé en Afrique, on a travaillé en Asie, et en fait, notre toute-puissance, les soi-disant, je dis bien soi-disant pays développés, avec notre technologie, ces multinationales qu'on critique énormément, parce qu'il y a les hommes, mais il y a des multinationales pour des intérêts. Ces multinationales sont dans le monde entier, veulent copier soi-disant notre modèle européen à coup d'engrais, à coup de produits de traitement, dans des pays où en fait ils ne sont pas prêts, et qui étaient sur une agriculture paysanne, qui demandaient peut-être de la main-d'œuvre, mais qui de toute façon amenaient des produits de qualité. Et on vient avec nos gros sabots, notre technologie, en leur faisant croire qu'ils sont pas incapables, mais quasiment, nous on a été confrontés à ça, et en fait on les amène eux aussi à cette perte. Les agriculteurs ont utilisé énormément d'engrais. En fait, ça a été une demande qui était liée après la guerre. Il y avait énormément de... L'Europe avait faim après les guerres. Et en fait, on va revenir, ces multinationales savaient très bien ce qu'ils faisaient en proposant des engrais aux agriculteurs, les fameux nitrates, parce qu'en fait, c'est des déchets de la guerre. C'est des déchets pour faire les bombes ou les canons. Et Liebig avait montré qu'en fait, en mettant des nitrates, on augmentait les rendements. Or, il fallait nourrir. Donc les multinationales, toujours les mêmes, elles ne sont pas nombreuses, on les attaquera toujours, savaient très bien ce qu'elles faisaient, donc elles ont dit mettez des nitrates, des engrais, des nitrates. Effectivement, ça, on peut pas nier, ça a augmenté très très fortement les rendements. Mais ce que ces fameuses multinationales ont oublié de dire aux agriculteurs, c'est que ça marchait parce qu'il y avait cette fameuse matière organique. Et que ces engrais, brûlent cette matière organique, et quand vous n'avez plus de matière organique, on en a mis de plus en plus, et ça a été le cercle infernal. Donc ces multinationales se sont bien gardées de dire aux agriculteurs, vous mettez des engrais, mais continuez à mettre de la matière organique. Et on met toujours ça dans la tête des agriculteurs, que sans engrais, on ne peut pas faire de rendement. Or, la planète entière, pas que la France, partout, on manque de matière organique. On ne ramène pas les déchets des animaux, puisqu'en plus, on a le programme, on va prendre de l'Europe, mais on le voit dans les pays émergents, on a séparé cet équilibre qui est certainement la chose qu'il faudra qu'on revienne, c'est l'équilibre agro-silvo-pastoral. Les anciens remettaient les excréments des animaux, soit en fumier, en compost, à la terre. Donc on ramenait de la matière organique et ça permettait, comme on ne le fait plus, on a toutes les bêtes en Bretagne, la Beauce, on est à des taux de matière organique très faibles, et puis la forêt va se trouver dans les Landes et on peut pas balader, ou alors avec des camions. Et c'est ça dont manque la planète. Et nous, le retour, c'est ce qu'on dit aux agriculteurs, c'est ce qu'on dit aux gens, il faut remettre de la matière organique dans les sols. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. La matière organique permet d'humidifier, la matière organique retient beaucoup plus d'eau, donc on aura des problèmes moins violents de sécheresse, la matière organique est plus aérée, donc moins de compaction. Donc on voit que c'est la clé. Mais si vous avez beaucoup de matière organique, si vous avez assez de matière organique, c'est vrai que la fertilisation va être moins importante, et il y a des multinationales qui ne vont pas en trouver leur compte.
Donc on est toujours sur les engrais, les NPK, et puis tout ça. Le sol est un milieu organisé avec une surface, un milieu, une profondeur. Nous avons décidé de l'industrialiser. Pour ça, on a décidé d'utiliser des très grosses machines qui sont les labours avec des très gros tracteurs qui bouleversent l'organisation des sols en mettant le sous-sol en surface et en mettant la surface au fond. Or, le sol est organisé avec des animaux qui ont l'habitude de vivre à la surface, des animaux qui vivent en profondeur. Et donc, chaque fois qu'on laboure, on va détruire toute cette faune. En plus, on va favoriser les bactéries qui minéralisent la matière organique, surtout si on met des engrais, c'est-à-dire si on apporte de l'azote. Cet azote va brûler cette matière organique. Et n'ayant plus de matière organique, bien, le sol va perdre la moitié de sa constitution, puisque le sol est un complexe argilo-unique. Donc nous mettons des engrais, nous retournons le sol à coups de labour. Le résultat, c'est évidemment un sol qui ne peut plus fonctionner correctement. Et plus les sols meurent biologiquement, plus on est obligé de mettre d'engrais, plus les plantes sont malades parce qu'elles sont plus nourries par les microbes, plus il faut mettre de pesticides, plus on tue la vie, etc. Et on rentre dans un cycle qui fait que, juste pour donner une idée, entre 1950 et maintenant, les sols d'Europe sont passés de 4% de matière organique à 1,6%. Ils sont passés de 2 tonnes de vers de terre à 100 kilos. C'est un effondrement complet de toute la biomasse. Or, le sol héberge 80% de la biomasse de la planète. Donc, en tuant toute cette vie, on appauvrit toute la biodiversité du monde, et parce que c'est sur cette biodiversité que vivent les plantes, que vivent tous les autres animaux. Donc, en tuant les sols, c'est tout le système biologique qui s'effondre. Et d'ailleurs, tous les scientifiques reconnaissent que la biodiversité est en train de disparaître. Alors comment restaurer ces sols? Parce que ce qui manque à l'heure actuelle, c'est pas des engrais. On continue dans les lycées agricoles à raconter aux gamins que sans engrais, tout le monde va crever de faim. C'est de la pure propagande. Ce qui manque dans nos sols, c'est de la matière organique. Le fuel du monde microbien, c'est le carbone. Alors comment le remettre? Comment faire pour restaurer ces sols que nous avons ruinés depuis 50 ans? Ça va dépendre un peu du type de culture que vous faites. Si vous êtes sur des petites surfaces, type jardin, type maraîchage, type vigne, on va pouvoir remettre directement la matière organique. Ça va être l'utilisation du mulch, et pour les sols extrêmement ruinés, l'utilisation du BRF, le bois raméal fragmenté. Alors pourquoi le bois raméal fragmenté peut-il restaurer les sols? Tout simplement parce qu'il est constitué de lignine. Et je vous ai expliqué que les seuls organismes au monde qui attaquent la lignine sont les champignons, les basidiomycètes, qui sont les grands fabricants d'humus. Or, les champignons ont disparu de nos champs. Quand j'étais chez gamin, chez mon grand-père, j'allais dans les prés, chercher des rosiers des prés, il y en avait partout, il n'y en a plus un seul. Pourquoi? Parce qu'avant, mon grand-père mettait des fumiers sur ces prairies. Maintenant, on y met des engrais chimiques, et ça détruit tous les basidiomycètes. Ça favorise les bactéries qui sont minéralisatrices. Nous avons trop de bactéries dans nos sols agricoles, mais nous manquons de champignons qui fabriquent les humus. Donc pour les remettre, on va leur donner leur nourriture, c'est de la lignine, et cette lignine, c'est le bois de taille des haies qui va permettre de faire revenir les champignons. Donc, première urgence, planter des haies. Et puis évidemment, les céréaliers qui ont des grandes surfaces, quelqu'un qui a 50 hectares ou 100 hectares en céréales, on ne va pas lui faire mettre du BRF sur 50 hectares, parce que là, il va vous dire, vous êtes bien gentil, je vous aime bien, mais moi, je ne peux pas faire ça. Donc on va utiliser notre technique, on va essayer, je dis bien essayer, c'est extrêmement compliqué, de lui faire arrêter le labour. Alors je vous le dis tout de suite, toucher un mythe chez l'être humain, c'est très compliqué. Surtout quand sur la cheminée, il y a le bronze avec le concours de labour, ou bien quand vous allez à l'agro, moi je fais mes études à l'agro, vous avez à l'entrée de l'agro, il y a un bronze, un illustre inconnu, puis dessous il y a écrit « Jamais le labour n'est trop profond ». Et vous arrivez et vous dites la charrue est une arme de destruction massive des sols. Je peux vous dire que ça provoque des chocs psychologiques extrêmement violents. Donc il faut casser un mythe. Donc le travail de notre laboratoire consiste à aller chez l'agriculteur et regarder l'état de son sol. Un peu comme un architecte vous dirait à votre maison, le toit est pourri, les fenêtres ça va plus. Bon, il vous donne un état avant d'acheter une maison, vous allez regarder dans quel état elle est. Bon, on va donner l'état. Est-ce qu'il est dégradé biologiquement, chimiquement, physiquement? En fonction du niveau de dégradation, on va lui préconiser un changement de pratique agronomique, c'est-à-dire arrêter le labour et passer à ce qu'on appelle le semi-direct sous couvert. C'est-à-dire non plus retourner la terre, mais tout de suite après la moisson, laisser les pailles debout, et dans ces pailles semer une biodiversité, entre 6 et 12 espèces de plantes, qui vont récupérer tout ce que le blé n'a pas consommé, qui vont mettre à l'abri, le sol à l'abri du soleil et de la violence du climat. Et dans cette végétation, on va l'écraser, on va prendre une végétation qui gèle en hiver, on va l'écraser avec un rouleau à l'avant du tracteur, et on va semer la culture suivante. Donc lui apprendre à tout le temps laisser son sol couvert pour que la vie puisse revenir à nouveau dedans. Et puis évidemment, replanter des haies
tout autour de ces parcelles pour arrêter le vent, pour permettre aux perdreaux, à toute la petite faune de revenir. Donc c'est aussi cette notion de recréer un équilibre agro-silvo-pastoral chez le paysan. Et ensuite, on suit l'évolution de son sol. Ces techniques-là, quand on parle d'enseignement, il faudra qu'elles soient enseignées. Parce que quand on amène ça aux agriculteurs, on est la civilisation de la peur pour tout. Et les agriculteurs disent ça ne marchera pas. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est accompagner vraiment ces techniques. C'est-à-dire que du point de vue étatique, au niveau de la recherche, il faut pouvoir donner aux agriculteurs les couverts. L'Institut national de recherche agronomique devrait travailler sur une multiplication des couverts qui seraient détruits soit par le gel, soit par la tonte, soit par l'écrasement. On peut travailler différemment et donner confiance à l'agriculteur en lui disant, quand on laboure la terre, on détruit et c'était comme ça avant parce qu'on n'avait pas les techniques. Redonner confiance aux paysans dans son patrimoine, dans son sol. Je pense qu'il faut aussi faire pression, c'est très compliqué parce que la politique est vendue aussi aux grands groupes, donc c'est compliqué avec notre bulletin de vol de pouvoir agir. Mais on peut toujours faire pression, ne serait-ce qu'en parler autour de soi, arrêter les massives subventions, puisque nos gouvernements donnent 1000 milliards de dollars aux entreprises de pétrole, à l'agro-industrie qui pollue notre sol. Donc arrêter, interdire la subvention à l'agriculture chimique, ne donner les subventions qu'à l'agriculture biologique, interdire la subvention des bateaux de pêche industriels, ne subventionner que les petits bateaux côtiers artisanaux. Donc réorienter les subventions. Les subventions à l'heure actuelle sont toutes destinées à détruire notre environnement. Nous pouvons, en tant que citoyens, dire « je ne suis pas d'accord qu'on construise encore un nouvel aéroport, qu'on saccage encore de l'environnement ». Nous pouvons dire « est-ce qu'on ne pourrait pas subventionner toutes les pratiques qui protègent l'environnement au lieu de subventionner toutes les pratiques qui le détruisent ». Et ça demande un changement de pensée que peut-être chaque citoyen peut essayer de s'intégrer au fond de lui.